Un témoignage est fragile, 10 témoignages sont fragiles, 100 sont fragiles, 1000 sont fragiles. Mais quand on a des dizaines de milliers, des centaines de milliers, ça devient non plus des témoignages, mais des données. Beaucoup de gens décrivent une espèce de tunnel, comme s'ils passaient sur une autre dimension, une espèce de tunnel très sombre dans lequel ils s'engouffrent à une grande vitesse. Et beaucoup de gens décrivent « je ne voulais pas rentrer, je ne voulais pas revenir ». Et il y a deux choses qui se passent. Soit c'est une injonction qui est faite. Il dit, on m'a dit, tu dois revenir en arrière. Avec quelque chose de capital à comprendre, tu n'as pas fini. Tu as des choses à faire. Ton temps n'est pas venu. Bonjour Christophe Fauré. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes psychiatre et psychothérapeute, spécialiste de l'accompagnement des ruptures de vie et du deuil. Oui, soins palliatifs au sens large, oui. Oui, vous avez travaillé plusieurs années d'ailleurs dans des unités de soins palliatifs, à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, je crois, à la maison médicale de Jeanne Garnier à Paris et au service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Salpêtrière. Alors vous exercez désormais votre activité en libéral. Vous êtes aussi l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, et notamment du livre « Cette vie et au-delà », enquête sur la continuité de la conscience après la mort, paru chez Albin Michel, et dont nous allons parler aujourd'hui. Un livre qui est le fruit de vos investigations et de votre expérience de praticien concernant les phénomènes extraordinaires autour de la mort, donc les expériences de mort imminente, les expériences de fin de vie, les vécus subjectifs de contact avec un défunt ou encore les mémoires de vie passée. Alors, avant de revenir plus en détail sur ces phénomènes, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer ce qui vous a poussé à vous y intéresser? Ça a commencé comme beaucoup de gens qui s'intéressent au phénomène des expériences de mort imminente dans les début des années 70. Le docteur Raymond Moody était le premier à sortir ce fameux livre « La vie après la vie », qui était la première fois il relatait les expériences de personnes qui avaient été déclarées morts et qui étaient revenues et qui racontaient toute une série d'événements survenus pendant la période où ils étaient inconscients. Et ça m'a fasciné quand j'étais petit, mais bon, ça continué comme ça. Et en faisant, au cours de mes études de médecine, et surtout en devenant psychiatre dans des unités de soins palliatifs, donc des unités où des gens décèdent, eh bien, petit à petit, alors que je ne les cherchais pas du tout, ça s'est invité dans ma pratique, je ne cherchais pas du tout cet aspect extraordinaire, rien de particulier, mais sont arrivés dans les récits des personnes, tant à l'hôpital que en thérapie, des personnes qui racontaient de façon timide à un psychiatre des expériences de mort imminente, parce que voilà, on va me qualifier comme fou, mais également à l'hôpital, surtout en unité de soins palliatifs, des personnes qui étaient en train de vivre ou qui avaient vécu, on va détailler cela, mais des expériences de fin de vie, donc des perceptions de quelque chose d'autre qui ne se passe pas dans l'environnement habituel, mais qui sont des perceptions d'environnement ou de personnes alors qu'elles sont sur le point de mourir à quelques semaines ou à quelques jours. Et troisièmement, dans mon activité d'accompagnant de personnes en deuil, je travaille beaucoup pour les personnes qui ont des deuils traumatiques, des morts d'enfants, des morts par suicide, enfin des deuils violents. J'ai eu beaucoup, et j'ai toujours, très fréquemment dans ma pratique, des récits de personnes qui parlent entre guillemets, des signes, des perceptions de proches décédés. Et ça, c'est extrêmement fréquent dans la pratique. Donc ça, ces trois choses-là, ces trois types d'expériences se sont vraiment invités. Pourquoi dans le livre je parle des mémoires de vie passée? Ça ne correspond pas à ma pratique professionnelle, mais ce livre-là, en fait, puise très largement, et je dirais la traduction francophone de toutes les études anglo-saxonnes qui travaillent sur cette question de continuité de la conscience après la mort, qui remettent en question le postulat scientifique actuel qui est que la conscience n'est que le produit du cerveau, à savoir quand le cerveau, quand la personne meurt, il y a interruption, il y a arrêt de la conscience. Or, ces expériences semblent montrer que ce paradigme
a besoin d'être remis en question. Et donc, dans ces études anglo-saxonnes, c'est rajouté donc une exploration qui a été faite, et on en reviendra dessus, sur les souvenirs de jeunes enfants entre 2 ans et 6 ans qui se rappellent des vies passées. Et ça a été étudié, et c'est toujours étudié, à l'université de Virginie, aux États-Unis. Donc, ces 3 expériences de fin de vie, expérience de mort imminente et vécu subjectif de contact avec un défunt, c'est vraiment une expérience de première ligne. Et je rencontrais ça dans ma pratique, mais qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là où j'ai commencé véritablement à me plonger dans les littératures scientifiques. De nombreux articles depuis plusieurs décennies sont publiés là-dessus, surtout dans le monde anglo-saxon et très peu dans le monde francophone, qui en fait m'ont révélé qu'il y avait des vraies avancées, qu'il y avait des médecins, des chercheurs, des universitaires qui se mouillaient, qui mettaient en danger leur pratique professionnelle. C'est ça qui est fou, hein, pour explorer des choses qui auraient pu les faire renvoyer de leur université. Et donc ça montre qu'il y a vraiment un sujet, un vrai sujet à explorer. Et donc ce livre se fonde non pas sur des croyances, non pas sur des ressentis, mais sur une étude statistique de tous des centaines de milliers de témoignages accumulés depuis des décennies sur ces questions et toute l'analyse qui en est faite avec des publications parfois dans des journaux internationaux de grande qualité. Oui, parce qu'effectivement, vous parlez, je crois, notamment de l'American Journal of Psychiatry. Exactement, oui. Et aussi du JAMA, qui est une référence. JAMA, oui, le JAMA, le Journal of Palliative Care, qui est vraiment un journal de référence pour tous les sujets qui tournent autour des soins palliatifs. Donc tout ce que je veux dire, c'est que c'est sérieux. Hein. Ce n'est pas complètement perché du tout. C'est pas du tout perché et ça se fonde sur vraiment des analyses statistiques. Un témoignage est fragile, 10 témoignages sont fragiles, 100 sont fragiles, 1000 sont fragiles. Mais quand on a des dizaines de milliers, des centaines de milliers, ça devient non plus des témoignages, mais des données. Des données qu'on peut analyser, qu'on peut croiser. Et ce qui est intéressant dans ces différentes expériences que nous allons décrire, c'est qu'elles apportent chacun, de leur lieu, de leur domaine particulier, un argument qui irait dans le sens de continuité de la conscience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on croise ces lignes d'arguments pour arriver à un nœud assez serré qui rend l'hypothèse de continuité de la conscience après la mort très pertinente, très plausible. Et là où se pose le problème, c'est que ça ne rentre pas dans le postulat actuel de conscience uniquement produite par le cerveau. Mais nous sommes vraiment, le point important là, nous sommes vraiment à un point de charnière. Nous sommes en train avec ces données nouvelles, de réexaminer ce paradigme. Et peut-être que dans 5 ou 10 ans, une petite décennie, on va observer ce changement de paradigme qui, pour certains scientifiques anglo-saxons, ils n'ont pas la majorité bien sûr, hein, mais sont déjà quelque chose qui est une évidence qui va progressivement, selon eux, devenir notre nouvelle perception de la conscience. Donc, on reste dans le champ scientifique. C'est important à préciser. Alors, parmi les phénomènes extraordinaires étudiés dans votre livre figurent notamment donc, les expériences de mort imminente, hein, qu'on appelle aussi EMI en français, donc révélées, comme vous l'avez dit, au grand public dans les années 70 à travers le psychiatre Raymond Moody. Est-ce que vous pouvez nous expliquer alors ce que recouvrent ces expériences de mort imminente et quelles en sont les caractéristiques? Alors, les expériences de mort imminente, c'est vraiment en fait toute une séquence d'événements qui était décrite de façon un peu formelle. Le grand public les connaît, mais c'est important de préciser que ces séquences ne sont pas complètes. Parfois, il y a quelques éléments qui définissent une EMI, mais là, je vous propose de voir le spectre entier des expériences. Parfois, ils n'arrivent pas de façon chronologique, mais pour formaliser les choses, qu'est-ce que c'est? Généralement, c'est une personne, dans l'immense majorité des cas, c'est une personne qui a une perte de connaissance. Perte de connaissance, soit un problème cardiaque, soit une hémorragie massive, soit un accident, soit une opération chirurgicale qui tourne pas bien, soit une noyade, enfin un événement toujours un petit peu dramatique. Et il y a un arrêt cardiaque et on sait que 10-20 secondes après l'arrêt cardiaque, il y a un arrêt de l'activité électrique du cerveau.
qui n'est plus censé ne plus pouvoir percevoir le réel comme quand il fonctionne normalement, donc de pouvoir entendre, sentir, percevoir des choses, avoir des souvenirs, avoir des pensées, ressentir des émotions. Donc c'est censé s'arrêter. Or, les personnes qui sont sujettes à ces pertes de connaissances et qui sont parfois réanimées 5 minutes après, 10 minutes après, 20 minutes après, ou sont parfois dans des comas prolongés et qui après reviennent à leur conscience, décrivent certains événements. Il y a un deuxième type d'événements qu'on appelle non pas, le mot en anglais c'est NDE, Near Death Experience, mais qui sont des Near Death Experience like. Non pas like, j'aime bien, mais like, qui ressemblent à, parce qu'ils ne surviennent pas dans des circonstances graves. C'est par exemple des fortes fièvres ou parfois dans des expériences méditatives où des personnes ont par exemple une sortie de corps. Mais on va se cantonner sur un accident ou une intervention chirurgicale qui ne tourne pas bien. Qu'est-ce qui se passe? La personne décrit, et dans la fréquence, il y a une étude qui a été faite par un cardiologue néerlandais qui s'appelle Pim van Lommel et qui a eu une publication dans le JAMA, dans un grand journal scientifique international, où il a exploré des personnes qui, dans des lieux, dans des cliniques qui avaient des cliniques de cardiologie, où des personnes avaient des arrêts cardiaques, et il a demandé aux personnes que vous souvenez-vous? Et 20% des personnes se souvenaient de quelque chose. Et son étude est basée sur ces 20% de personnes et qui semblerait dire donc que les gens se souviennent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 20% de personnes qui en font, mais qui s'en souviennent. Dans son étude, il y a 20%. D'autres études semblent dire qu'il y a 10% de la population qui fait ça. Donc c'est énorme. Et il se passe quoi? Donc l'accident, la perte de connaissance, il y aurait sortie de corps. Sortie de corps, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la personne, la conscience de la personne, quand je dis conscience, c'est ce qui fait qu'on est conscient d'eux, c'est ce qui fait qu'on a l'expérience de la réalité. C'est ce qui fait que je vois, que j'entends, que je perçois, que je pense, que j'ai des émotions. C'est l'expérience de ma réalité. Donc quand je dis conscience, ça couvre ça. Et cette conscience, cette capacité à percevoir la réalité qu'on n'attribue qu'au cerveau, eh bien, la personne voit la situation, et souvent de haut, comme si elle était un peu au plafond ou au-dessus de la scène, et perçoit la scène, perçoit les gens qui s'affolent, qui essaient de la réanimer, perçoit les chirurgiens qui s'affolent en essayant qui ont des techniques de réanimation. Il se passe plusieurs choses à ce moment-là. La personne décrit un état de conscience extrêmement clair, extrêmement vif. L'esprit est très rapide, ce qui va une objection au fait que quand un cerveau est en manque d'oxygène, l'esprit est confus, l'esprit n'arrive pas à retenir les informations, c'est même très anxiogène, c'est pas du tout pacifié, et on a un souvenir très confus, très ralenti. La pensée n'est pas claire. Or là, dans ce cas-là, c'est juste l'inverse. Donc ça ne va pas dans le sens d'une baisse d'oxygénation du cerveau, et parfois même il y a des circonstances où il n'y a pas de baisse d'oxygénation du cerveau parce que les personnes sont réanimées très rapidement. En tout cas, il y a perception de l'environnement, pensée très claire, très rapide, très vite, un grand sentiment de paix, extrêmement paisible, très calme, alors que pourtant il voit des gens en train de les réanimer. Une notion aussi d'intemporalité, d'un seul coup, l'absence de temps. C'est comme si c'était un éternel présent, c'était que le temps, une vision panoramique de ce qui se passe. Et on a pu se demander, mais est-ce que ça correspond à une réalité? Et il y a quelques études qui ont été menées, mais une étude menée par le docteur Sambom et le docteur Penny Satori dans un projet de recherche qui s'appelle AWARE, où ils ont étudié un petit peu ils ont demandé à des personnes qui avaient fait une EMI, donc qui étaient censées avoir vu la scène. Ils ont pris un groupe de personnes qui avaient fait un arrêt cardiaque, un groupe qui avait fait une EMI, un groupe qui n'avait pas fait de EMI. On a demandé à chacun du groupe, décrivez ce que vous avez vu des techniques de réanimation. Ceux qui ne se souvenaient de rien ont décrit des choses farfelues, inspirées des séries à la télé, Grey's Anatomy ou Urgence ou n'importe quoi. Alors, et ceux qui avaient fait une EMI, donc qui avaient supposément vu, avaient
90 ou 92% de descriptions pertinentes. Les appareils utilisés, les mots prononcés, même les infirmières qui allaient dans d'autres endroits que le lieu où leur corps était et qui allaient chercher des perfusions, qui faisaient tomber par terre une perfusion tellement elle était stressée et que la personne après, je vous ai perçu dans la pièce où elle ne pouvait pas voir l'infirmière faire tomber la perfusion tellement elle était stressée. Enfin, il y a des vérifications par des tiers après de ce qui est dit. Donc à 90%, les descriptions de réanimation sont pertinentes. Un autre argument qui a été dit par comment il s'appelle, Kenneth Ring, qui a étudié des gens déficients visuels ou aveugles de naissance qui avaient fait des EMI et qui décrivent que lors de leur expérience, ils percevaient l'environnement. Ils voyaient ce qu'ils n'avaient jamais vu. Même une dame qui était complètement aveugle de naissance, qui perçoit une femme allongée et qui reconnaît au doigt de cette femme une bague. Elle se dit, mais c'est ma bague. Oh, c'est moi. Elle s'était jamais vue. Donc tout ça cumulé essaie d'aller dans le sens de dire il y a véritablement une expérience qui est délocalisée de ce corps qui est perçu là. Et c'est amusant, le ressenti des personnes quand ils voient leur corps, c'est que c'est plus important. Que leur être n'est pas leur corps. Leur être est cette conscience qui, semble-t-il, serait, je mets des guillemets assortis, serait sortie de ce corps. Hein. D'où après, dans les transformations qui se passent, une espèce d'apaisement par rapport à la mort du corps. D'apaisement par rapport à la mort au sens strict. Donc, il y a cette sortie de corps, perception de l'environnement. Si on continue dans la séquence, beaucoup de gens décrivent une espèce de tunnel, comme si ils passaient sur une autre dimension, une espèce de tunnel très sombre dans lequel ils s'engouffrent à une grande vitesse, de façon très paisible. L'expérience est paisible dans l'immense majorité des cas, mais il y a des EMI négatives. On pourrait être amené à en parler. Mais il y a des EMI négatives. C'est pas tout le temps paisible, loin de là. Et au bout de ce tunnel est décrit la perception d'une lumière très intense vers laquelle la personne se dirige pour déboucher après en présence alors à défaut de mots, hein, les mots sont compliqués et les gens disent d'ailleurs c'est indicible, on ne peut pas mettre des mots. Ils décrivent un environnement avec une lumière immense, mais non éblouissante, immense, qui a une nature particulière d'amour inconditionnel. Hein. On ne peut pas le dire autrement. Les gens décrivent, hein, quelles que soient les religions, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe. Hein, c'est important de dire c'est humain. C'est pas juste relié à un conditionnement culturel. Les gens décrivent cette grande lumière. Pour certains, ils vont dire bon, bah, c'est le Christ. Pour d'autres, c'est dire bah, c'est le prophète. Mais en tout cas, ils mettent des mots sur une même expérience. Mais c'est des mots qui sont mis dans un deuxième temps sur l'expérience. Donc de cette énorme lumière qui semble avoir une personnalité propre et il y a une interaction qui se passe d'esprit à l'esprit, pas par la parole, et qui s'accompagne parfois, alors il y a plusieurs séquences, mais dans 30% des cas, ça s'accompagne parfois de la perception de proches décédés, 30% à peu près, de proches décédés ou même d'autres entités, d'autres personnes que la personne ne connaît pas de sa vie, mais qui dit souvent « je connaissais ces personnes ». C'était joyeusement, des retrouvailles joyeuses avec ces personnes que je sais ne pas connaître, mais que je savais connaître. Quelque chose d'un petit peu de ce type-là. Mais en tout cas, la perception de proches décédés qui interagissent, une grand-mère décédée, un oncle décédé, une frère ou sœur décédée, et parfois même des animaux qu'on avait eus qui reviennent. Alors après, est-ce que ces interactions se passent souvent en lien avec cette grande lumière, mais parfois dissociées. Et quand on avance dans l'expérience, cette grande lumière, cet être de lumière qui émane cet amour vraiment inconditionnel. Les gens décrivent un sentiment, comment dire, d'acceptation inconditionnelle de ce qu'ils sont, même s'ils s'estiment les personnes les plus nulles au monde, les plus crasses au monde. Mais je me suis senti aimé juste parce que j'étais moi. Et ça, c'est quand même extrêmement puissant. Et une question est posée,
captent une question qui pourrait être résumée de deux façons. Montre-moi ta vie. Et donc là, c'est la revue de vie qui couvre à peu près 20% des gens qui font l'expérience. C'est déjà des expériences avancées dans le temps. Parfois, les gens ont juste la sortie de corps, sont réanimés et l'expérience se termine et ils reviennent dans leur corps. Mais quand on continue, il y a à peu près cette lumière où 20% des gens qui disent il y a une revue de vie. C'est-à-dire un déploiement, un panorama de vie qui se présente aux personnes en 3D avec un regard très clair, très lucide, comme si un voile était levé des yeux et une perception très pertinente de qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, quel était l'impact de mes paroles sur le court, de mes paroles, de mes actes, de mes décisions sur le court, moyen, long terme, avec une espèce de vision de compréhension très claire. Et il y a deux questions de cet être de lumière pour évaluer ce qui était vécu. Comment as-tu aimé ? C'est étonnant, hein? Comment as-tu aimé donner de toi dans les petites et les grandes choses? Deuxième question, qu'as-tu appris de toi, des autres, de la relation aux autres? Qu'as-tu appris du monde? Qu'as-tu appris du réel? Donc une dimension de amour, compassion et une dimension de sagesse, connaissance, comme si... Et ça, c'est peut-être un enseignement que l'on pourrait s'approprier de ces expériences-là, comme si ces deux axes étaient deux boussoles qui servaient comme point d'évaluation d'une vie. Une vie réussie ou accomplie en fonction de ces deux critères. Et donc, les gens décrivent voilà, qu'ils perçoivent ce panorama de vie en fonction de cela. Et quelque chose est très troublant dans cette revue de vie, c'est qu'ils perçoivent les scènes comme si on percevait la scène de leur point de vue, avec leur motivation, leurs actes, leurs paroles, leurs pensées, mais ils perçoivent également au même moment, de façon totalement indifférenciée, le vécu intime de l'autre personne, comme si c'était indifférencié, comme si c'était eux aussi. Je m'explique. S'ils perçoivent une action qu'ils ont posé un acte bénéfique, positif, de gentillesse, de générosité, de bienveillance, peu importe, vis-à-vis de l'autre personne, au même moment, ils perçoivent le vécu de l'autre personne, l'incidence de l'acte posé dans l'autre personne, comme si c'était eux. À l'inverse, s'il y a des perceptions d'actes de violence, d'agressivité, de colère, de négatif au sens large, envers une personne ou violent envers une personne, ils perçoivent au même moment, dans la même expérience, et sans jugement extérieur à eux, qu'ils perçoivent l'incidence en eux de la violence qui a été faite. Donc ça, c'est troublant parce que après, les gens qui font cette expérience-là, quand ils sortent de l'expérience et qu'ils retrouvent leur vie, je dirais, leur vie normale, on comprend que ceci modifie un petit peu la vision du monde, modifie le rapport aux autres, parce qu'il y a une expérience, non pas intellectuelle, mais viscéralement vécue, dans l'intimité de leur expérience, que mes actes, mes paroles ont une incidence profonde. Et ce que je fais à l'autre, je le fais à moi. Quelque chose un petit peu troublant, donc forcément ça change le rapport à l'autre après. Et dans cette revue de vie, il y a aussi un autre point important, c'est qu'il y a l'absence dans beaucoup de religions, on parle d'un jugement extérieur, d'un Dieu vengeur qui dit « tu as mal fait » ou « tu as bien fait, tu seras puni, tu seras récompensé ». Là, jamais il n'y a cette notion de jugement extérieur. Jamais ils disent, je sentais la présence de cette lumière, et ils disent, jamais je ne perçois un jugement extérieur. Jamais, même dans les trucs les pires, une personne dans un témoignage dit, je voyais des choses épouvantables que j'avais dans ma vie, hein, vraiment des trucs horribles, et le commentaire était, ok, tu apprenais. C'est, waouh, comme si c'était vraiment un espèce de cette revue de vie avait une fonction, je mets des guillemets, pédagogique, pour enseigner quelque chose en fonction donc ces deux boussoles, amour, compassion et sagesse, connaissance. Donc l'expérience se continue et à un moment donné, les gens décrivent tous soit un retour au corps sans transition, sans boum, ils retournent dans leur corps sans qu'on les prévienne. Mais souvent, c'est associé avec la notion d'une limite.
une limite comme ça, qui leur est signifiée, où tu vas pas pouvoir aller plus loin là, tu vas devoir revenir, ou alors une limite signifiée par quelque chose de symbolique comme un pont, et au-delà du pont, tu peux pas passer, ou une porte. Si tu traverses ce portail, tu ne pourras pas revenir en arrière, ou etc. Et les gens sont très souvent dans une ambiance assez paisible et assez sereine, et beaucoup de gens décrivent « je voulais pas rentrer, je voulais pas revenir ». Et il y a deux choses qui se passent. Soit c'est une injonction qui est faite. Il dit « on m'a dit, tu dois revenir en arrière ». Avec quelque chose de capital à comprendre, tu n'as pas fini. Tu as des choses à faire. Ton temps n'est pas venu. Et quand on entend ça, dans ces centaines de milliers de témoignages, on entend en creux quelque chose d'autre qui dit « si tu as des choses à faire, tu dois retourner ». Ça suppose quoi? Qu'il y a du sens à cette vie. Qu'il y a des choses à faire, dont on n'a pas le début d'une idée, mais qu'il y a quelque chose à faire. Et d'ailleurs, certaines personnes, pendant l'expérience, ont la connaissance claire, limpide, évidente de leur vie sur Terre. Mais voilà pourquoi je vis. Comme si c'était une évidence. Et ils oublient. Ils savent qu'ils ont su pendant l'expérience, mais ils oublient. Ce qui s'est passé. Et il y a donc cette injonction, tu as des choses à faire. Et parfois, c'est la personne elle-même qui décide « non, je veux retourner en arrière parce que je dois m'occuper de mon bébé, je dois m'occuper d'un vieux parent, ou j'ai un projet important ». Mais toujours la motivation de retour, quand les gens décident, c'est des motivations étonnamment liées à un mouvement du cœur. C'est pour prendre soin, pour accomplir quelque chose de bénéfique. C'est pas pour gagner de l'argent et m'acheter une Porsche. C'est jamais comme ça. C'est toujours porté par une motivation qui est en phase avec le questionnement de cet être de lumière qui dit « comment as-tu aimé ?» Et certaines personnes qui se rendent compte qu'ils n'ont pas beaucoup aimé, ils disent « il faut que je retourne. » Le curriculum de cette vie, c'est ça, et je me suis complètement à côté du curriculum, donc il faut que j'y retourne. Et le retour le retour dans le corps se fait parfois très violemment, parce que là, l'expérience est sans douleur, sans rien. Et là, quand les gens reviennent complètement incarcérés dans la voiture avec les pompiers qui essayent de les sortir, soit en train d'être réanimés là, ou en train d'étouffer parce qu'ils se sont noyés. Enfin, mais c'est toutes les douleurs qui reviennent. Enfin, le retour est assez épouvantable et les gens parfois sont très traumatisés de ce retour. Et ça durait, j'insiste, parfois 5 minutes, 10 minutes. C'est une expérience courte. Et dans le continu de l'EMI, il y a également les personnes, enfin pas les personnes, mais l'intégration de l'expérience n'est pas simple. On peut penser que waouh, on a vécu un truc fantastique et c'est complètement tout est ça. Non, d'abord les gens ne deviennent pas des saints pour autant. S'ils avaient des traits de caractère pas sympas, ils peuvent continuer à avoir ça. Mais il y a parfois, pas beaucoup, hein, mais parfois des personnes qui en font un truc très égotique en disant ouais, moi j'ai vécu ça, moi je sais maintenant tout. Mais donc dans l'immense majorité des cas, il y a une difficulté à en parler, une crainte à en parler. Parce que c'est parfois indicible, c'est tellement intime comme expérience que les gens ne trouvent pas les mots pour dire ça, n'ont pas envie d'abîmer l'expérience tellement elle est profonde, tellement ça va les chercher dans l'intime de l'intime, l'essence même de leur être. Parfois des gens qui n'osent pas en parler de peur qu'on les prenne pour fous. Hein. Moi j'ai quelques récits de gens qui parlaient à un psychiatre quand même, qui dit voilà, mais ils ont compris que j'étais ouvert à ça, mais des personnes qui ont peur d'en parler et qui sont trop remis en question dans leur vision du monde, et c'est pour ça qu'il faut un temps d'intégration. Et parfois il y a un temps d'intégration de quelques mois, mais parfois de quelques années. Faut vraiment comprendre que c'est une expérience qui n'est pas forcément hyper lumineuse dans l'après. Et je plaide, moi, pour qu'il y ait une formation sérieuse, à la fois des psys, à la fois des psychiatres, psychologues, enfin, des gens qui prennent en charge les gens, mais aussi des médecins, des réanimateurs, des infirmières, pour qu'ils puissent accueillir l'expérience, pour qu'ils puissent donner un cadre bienveillant, d'écoute, qu'est-ce qui s'est passé, et pas aussitôt le réduire à
il délire, ce sont des hallucinations, il est en manque d'oxygène. Non, ouvrir ça parce que les gens ont besoin, sont parfois très seuls, dire mais qu'est-ce que je fais de cette gigantesque expérience. Bon, maintenant, ils vont sur Internet et il y a beaucoup de ressources qui permettent de vraiment se repérer, même de joindre des groupes de parole, des choses comme ça, surtout dans les pays anglo-saxons. Mais il y a si c'est aidé par des thérapeutes qui accompagnent l'expérience, d'où une formation, ça semble vraiment important. Et qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est toujours dans la séquence des EMI, ça inclut les transformations en profondeur des personnes. Et ça c'est vraiment, à mon sens, le plus important. Ce sont des transformations à plusieurs niveaux. C'est d'abord par rapport à la vie, à la mort, une disparition parfois, ou une diminution considérable de la peur de la mort. Ce qui est énorme. C'est la peur de l'humanité, et une expérience de 5 minutes, 15 minutes, change complètement cette vision. Quelque chose qui est une espèce de certitude de continuité de la conscience après la mort. Là, vraiment, les statistiques montrent que c'est du 98% des gens, alors que le point de départ était peut-être 20%. Et on a demandé aux gens, c'est avant et après, 20%, 98%, fin de l'expérience, c'est vraiment transformatrice. La certitude qu'il y a, le mot fait peur, mais c'est un petit peu mission de vie. C'est un peu grand, mission de vie, mais c'est en tout cas quelque chose à faire dans cette vie, que c'est pas par hasard. Au-delà des souffrances d'une vie, au-delà des épreuves qu'on traverse dans une existence, au-delà même des handicaps, des choses épouvantables qu'on peut vivre notre existence, il est toujours décrit le fait que ça veut dire quelque chose. C'est fort ça quand même. C'est vraiment puissant, même si, et que des gens parfois on dit je reviens en dépit de ça. C'est-à-dire que chaque chose a une raison d'être. Même les souffrances qu'on peut vivre ici ne seraient pas forcément un hasard. En fait. Exactement. En tout cas, c'est ce qu'il raconte, hein, vraiment. Ça serait vraiment peut-être destiné à nous apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose que peut-être on ne peut pas apprendre dans d'autres, si on suppose l'existence d'autres dimensions, qu'on ne pourrait pas apprendre dans d'autres dimensions. Comme si, cette dimension trois-dimensionnelle qui est notre vie terrestre, mais peut-être dans d'autres dimensions trois-dimensionnelles, c'était un lieu d'apprentissage un peu tough, hein, un peu costaud, mais qui serait de haut niveau. C'est amusant de mentionner ça parce que dans un témoignage que j'ai lu, il y avait une personne qui disait que pendant son expérience-là, il avait rencontré d'autres personnes, d'autres entités, et il sentait une espèce de respect, on t'envie d'avoir accès à ce type d'enseignement-là. Tu viendras nous raconter. On a besoin de ton enseignement. C'est fou, hein? On a besoin que tu vives ce truc-là qui est vraiment dur, qui est vraiment difficile. Quand on regarde le monde, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour comprendre que c'est un monde de souffrance. Eh bien, ça fait du bien de se dire que tiens, par ces expériences-là, ces témoignages-là, on a un éclairage différent en disant ceci a du sens. Ça ne veut pas dire que c'est pas épouvantable de vivre ce qu'on vit parfois dans les guerres et autres, mais que c'est dit mais tiens, ils nous disent que ça a un sens. Donc ça, c'est des transformations vraiment importantes. Transformation dans la relation à l'autre, beaucoup plus d'ouverture à l'autre, la compréhension que la relation d'aide, l'amour dans les petites et les grandes choses, mais souvent dans les petites choses, hein, a été tellement mis en valeur pendant l'expérience. Ça peut être aussi un amour par rapport à soi, une meilleure acceptation de soi. Des gens qui disent, mais je me suis senti dans cette expérience-là, en présence de cette tête de lumière, tellement aimé, juste parce que j'étais ce que j'étais, que comment je peux continuer à me haïr? Comment je peux me dire que je ne suis pas assez bien, pas assez aimable, que je ne mérite pas de vivre, d'être heureux? Et ça twist complètement ça. Et pour le psychiatre, psychothérapeute que je suis, c'est énorme. Parce que quand on travaille avec des personnes en thérapie, qui viennent avec parfois de la haine d'eux-mêmes, des atteintes profondes de l'estime de soi, qui sont vraiment abîmées dans cette auto-agression, on met parfois des années à travailler ça. Des années, et c'est difficile. Là, en 5, 10 minutes, un quart d'heure, les gens reviennent et il y a une toute autre
perception d'elle-même qui change radicalement. Donc l'idée, c'est pas faire des thérapies pour faire des EMI pour faire des thérapies, mais ça, d'un point de vue d'un psy, ça ne me semble inconcevable que ceci soit uniquement le résultat uniquement un truc chimique dans le cerveau ou neurologique qui se passerait en 5-10 minutes et qui transformerait de façon si radicale. C'est impossible, compte tenu de la difficulté d'un travail psychothérapeutique pour restaurer un peu d'amour de soi, un peu d'estime de soi. Donc pour moi, en tant que psy, c'est un argument très puissant que quelque chose dans cette expérience a touché une transcendance. D'autant que vous dites aussi, je crois que tous les changements que ces expériences de mort imminente occasionnent chez les personnes qui les vivent sont des changements profonds, mais aussi durables, qui vont s'inscrire. Mais vraiment extrêmement durables. Pim van Lommel, qui a fait ce cardiologue qui a fait cette expérience-là, a repris cette étude-là dans le JAMA, a repris les mêmes personnes 8 ans après. 8 ans. Et l'expérience 8 ans après, non seulement s'est approfondie dans ses conséquences pour les personnes, mais demeure extrêmement claire, extrêmement bénéfique. Donc, et pas du tout oubliée. On a même des expériences de mort imminente d'enfants qui en ont fait à l'âge de 4 ans, de 5 ans. Et à 4-5 ans, on n'a pas beaucoup de souvenirs. Et qui pourtant, adultes, ont un souvenir extrêmement précis et extrêmement détaillé parce que validé par les parents qui ont assisté, par exemple, à l'accident et autres. Donc c'est une expérience vraiment qui est extrêmement précise et qui se bonifie, je dirais, au fil du temps dans ses incidences. Ce qui va vraiment à l'encontre d'une hallucination qui, après 8 ans, a tendance à se diluer, n'a pas du tout le même impact. Donc c'est durable. Dans les autres transformations, ça peut être également un autre rapport à tout ce qui est la compétition, la carrière, le succès, la possession des biens et tout. Ce qui est dit, que ce n'est pas mal en soi, c'est fonder sa vie là-dessus devient complètement, pendant l'expérience, les gens comprennent que c'est complètement futile, même s'il y a toujours une carrière qui est avec un confort matériel. C'est pas ça qui est remis en question, mais c'est s'identifier à ça et ne faire que seul axe de vie. Donc, quelque chose qui, au bout du compte, est un axe, une bonification de la personne avec une vision beaucoup plus claire de ce que doit être, je me dis guillemets avec doit être une existence, toujours en référence à amour, sagesse et connaissance. Et ces choses-là, on pourrait dire, mais c'est super, faisons tous des EMI. Que diable, faisons tous des EMI, ce serait bien. Mais au fil des années qu'on a commencé à étudier, on s'est rendu compte que c'est pas aussi top que ça, qu'il y a des EMI négatives. Et c'est important d'en parler pour vraiment faire un effet de contraste, parce que les EMI négatives, c'est très peu étudié, notamment parce que les gens n'osent pas en parler, sont très réticents à en parler, parce que soit c'est trop effrayant, soit ils ont honte de vivre quelque chose de négatif, alors qu'ils lisent des tas de témoignages de choses absolument fantastiques et merveilleuses, et disent, mais ça dit quoi de ma personne si j'ai vécu une expérience négative, hein? Je crois que vous donnez un chiffre d'ailleurs dans le livre là-dessus, vous dites environ 14% des personnes font une EMI désagréable. C'est une moyenne, il y a des études qui disent 5% des personnes font une EMI négative, et certaines vont jusqu'à dire 20%. 20%, c'est 1 sur 5, c'est quand même beaucoup, mais il y aurait autour de 14. Mais là encore, c'est intéressant parce que c'est en cours d'étude. Hein. C'est en cours d'étude, c'est très peu étudié, mais là, ce dont on parle, en fait, c'est des choses en cours, c'est intéressant, c'est de la science en mouvement, hein, qui permet de dire, mais au bout du compte, qu'est-ce que c'est, ces expériences-là? Très rapidement, c'est quoi? Il y a 3 types d'expériences de mort imminente négative. Une, pas trop stressante, c'est-à-dire que c'est la perception des éléments normaux, entre guillemets, classiques, je dirais, des EMI, mais vécu de façon un peu effrayante. La personne qui a peur de voir son corps, la personne qui a peur de voir des proches décédés venir vers elle et l'accueillir. Voilà. Le deuxième, un peu plus flippant, c'est la description, et ça c'est une amie médecin qui m'a décrit ça, qui avait eu
qui a vécu cette expérience-là, l'impression pendant son EMI, qui de son point de vue chronologique extérieur a duré quelques minutes, mais de son point de vue intérieur, c'était un éternel présent dans du noir absolu, à glisser contre une espèce de paroi noire, dans l'obscurité absolue, et ressentant au fond de cette espèce de gouffre le mal ultime, l'angoisse de l'expérience. Ça, et les Anglais appellent ça « the void ». Parce que beaucoup de personnes décrivent cette expérience-là. Et troisième type d'expérience négative, très rare semble-t-il, mais les témoignages sont... On a du mal à avoir accès aux témoignages, parce que les gens n'osent pas en parler. C'est des expériences un petit peu très très flippantes, un peu démoniaques, des environnements très sombres, très tristes, très angoissants. Et les gens décrivent étonnamment que quand ils sont dans ces environnements terrifiants, ils s'en sortent en invoquant quelque chose qui est de l'ordre d'une transcendance, de « aidez-moi ». Si c'est des gens qui ont une référence chrétienne, Dieu aide-moi. Et beaucoup de gens décrivent que l'expérience change. Bon, après, c'est que des constats, en fait. Tout ce que je raconte là, ce sont des constats. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'interprétation. C'est ce que les gens racontent, ces trois types d'expériences-là. Et qu'est-ce qui résulte de ces trois expériences-là? Trois types de réactions. La première, c'est, pour certaines personnes qui ont vécu ça, c'est une remise en question un peu, entre guillemets, salutaire de leur vie. C'est cette expérience veut dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui essayent d'ajuster leur existence. Et important de souligner, c'est toute personne peut faire des EMI négatives. Hein. On a regardé, est-ce que c'est des personnes qui avaient des personnalités, des gens pas bien, des gens pas du tout. Ça peut être des grands criminels qui font des EMI hyper positives, comme des gens hyper gentils comme nous, qui peuvent faire des EMI négatives. Donc on comprend pas, on n'a pas encore compris quels critères déterminent ce type d'expérience-là. C'est important à préciser. Deuxième type de réaction, c'est les gens disent « Ok, c'est que du cerveau, c'est un feu d'artifice de neurotransmetteurs, une rationalisation là-dessus, c'est nul et non avenu, on n'en fait rien. » Troisième type de réaction, c'est les gens qui sont dans une grosse confusion, qui n'arrivent pas à faire quelque chose de l'expérience et qui sont parfois dans des séquelles post-traumatiques, tellement c'était angoissant qu'ils sont dans des séquelles post-traumatiques, des troubles anxieux, troubles dépressifs, pendant longtemps une espèce d'errance. Et c'est là surtout qu'il faudrait que les psychiatres, psychologues, psychanalystes soient formés à ces expériences-là pour accompagner ça en tant que tel, comme une expérience valide et non pas comme une hallucination sur laquelle on passe. Non, pour les gens, c'est central de donner du sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai vécu ça? Donc, je mentionne ces expériences négatives parce que ça pondère un petit peu ce côté un petit peu trop idéal des EMI. Il y a vraiment ces deux polarités qui sont importantes à préciser. Alors, vous consacrez aussi un chapitre du livre à un autre phénomène troublant, moins connu que les EMI peut-être, mais pourtant très fréquent, qui lui aussi a fait l'objet d'études et d'observations multiples. Donc, c'est celui des expériences de fin de vie, oui. Qu'on appelle aussi EFV. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspond une expérience de fin de vie et quelles sont ses particularités? Alors, ça, c'est des choses vraiment qu'on constate relativement souvent quand on travaille dans une unité de soins palliatifs, donc des lieux où des gens meurent. Hein. C'est quoi? C'est très différent des expériences de mort imminente, qui est toujours un contexte brutal, violent, avec perte de connaissance des personnes. Et là, c'est au contraire des gens en fin de vie et qui cheminent vers leur fin de vie, je dirais, tranquillement. Il y a les études principales, des axes vraiment importants, c'est le docteur Christopher Kerr, qui dirige l'unité de soins palliatifs à Buffalo aux États-Unis, qui lui a fait vraiment plusieurs études là-dessus, toujours publiées dans des journaux internationaux scientifiques. Hein, donc on est toujours dans de la science. Et il a pris des gens qui étaient en fin de vie en essayant d'éliminer de son étude les gens qui avaient des médicaments qui pouvaient avoir des effets secondaires sur la cognition, sur l'état de conscience,
Et il a éliminé les personnes qui pouvaient avoir des troubles, des métastases cérébrales ou des troubles des dysfonctionnements ou des dégénérescences qui pouvaient biaiser l'expérience et produire. Donc, dans son étude, c'est des gens aussi clairs que vous et moi, en espérant que nous soyons clairs. Et donc, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ne sont pas dans des pertes de connaissances et qui sont donc en mesure de partager, soit avec leurs proches, soit avec les soignants, donc il y avait des gens qui n'ont pas de lien émotionnel particulier, des choses qui ne se passent pas dans la chambre. De façon soit lors de rêves, donc c'est beaucoup plus subjectif, on dit mais c'est une production inconsciente, mais ce sont des rêves qui sont très clairs, très précis, très simples, ou alors des perceptions qui sont à l'état de veille. Quelles sont ces perceptions? Des perceptions d'environnements qui ne correspondent pas parfois à l'environnement de la chambre, mais la plupart du temps, donc des environnements qui correspondent à des paysages ou d'autres situations qui ne sont pas la chambre, ou des personnes. La plupart, ça se définit. Autant il y a 30% de gens qui perçoivent des proches décédés dans des expériences de mort imminente. Là, les expériences de fin de vie, les gens disent « je perçois », presque à 100%, je perçois, c'est d'ailleurs ça qui définit l'expérience de fin de vie, un proche décédé, mon mari décédé, ma grand-mère décédée, qui vient me voir et qui semble, comment dire, c'est étonnant, c'est fou de le dire comme ça, mais qui semble m'accueillir. Et dans le livre, je parle d'une expérience, j'en parle tout le temps parce que c'est celle qui était vraiment la plus marquante. J'étais à l'unité de soins palliatifs de la maison médicale Jeanne Garnier, dans le 15e à Paris. J'étais en train de parler avec une dame. Les infirmières m'avaient demandé de venir la voir pour discuter sur un truc, un ajustement de son traitement pour le sommeil, je ne sais plus exactement. Et on discute. On discute clairement, elle était claire dans sa tête, fatiguée certes, en fin de vie, on était sur petit, mais très clair. Puis à la fin de notre échange, il dit « Est-ce que j'ai toute ma tête ?» Il dit « Oui, pourquoi vous posez cette question-là ?»« Ok, j'ai toute ma tête, je ne raisonne pas, je ne suis pas délirant. » Il dit « Non, mais bien sûr que non, pourquoi ?» Il dit « Ok. » Et il me dit « À cet instant même où on se parle, je perçois au bout de mon lit mon mari décédé. » C'est pas clair, c'est assez flou, mais je perçois mon mari décédé. Moi, je me retourne. Écoutez, je vois pas, mais décrivez-moi votre expérience là. Écoutez, c'est plusieurs fois dans la journée, il apparaît, il disparaît. Il n'y a pas d'échange particulier, mais c'est extrêmement apaisant. Et elle me dit, le feeling que j'ai, c'est qu'il m'attend tranquillement, paisiblement. Il n'y a rien, c'est ça une expérience de fin de vie, hein. C'est pas des tombeaux, c'est des choses très simples, très paisibles qui se passent. Et je dis, mais ça vous fait peur? Je dis, pas du tout. Ça me fait du bien. C'est une des caractéristiques des expériences de fin de vie. Les gens disent, j'ai plus peur de mourir. On va m'accueillir, comme si on ne mourrait pas seul. Et donc, je termine l'entretien avec cette dame-là. Et la semaine d'après, quand je suis revenu dans l'unité, les infirmières m'ont dit qu'elle était décédée 2 jours après, extrêmement apaisée. C'est ça, une expérience de fin de vie. C'est vraiment, ça peut être aussi un autre exemple. C'est une amie pédiatre qui me racontait ça à l'hôpital. Elle entre dans une chambre. Il y a un petit garçon qui était en fin de vie d'une leucémie, je crois, et la maman qui était là. Et elle entre dans la chambre, elle parle avec la maman qui était effondrée, son petit en fin de vie, quoi. Et le petit se réveille. Et assez joyeusement, il dit à sa maman, « Oh, je viens de rêver de grand-père. Il va venir me chercher très bientôt. Ne t'inquiète pas, maman, tout va bien se passer. » Il était témoin, c'est vraiment... Et cette amie-là, juste médecin, il n'y a aucun lien particulier. Mais elle voit cette scène-là. Et le petit garçon se dit, ok, est fatigué, puis il se rendort. 2 heures après, il était mort. Ça, c'est aussi une expérience de fin de vie. Mais l'impact, déjà première chose, il a perçu son grand-père qui lui dit « tu vas très bientôt, je vais venir te rejoindre ». C'était apaisé pour l'enfant, mais surtout en termes de deuil pour la maman, Anne, cette amie, il dit que c'était énorme pour la maman, comme s'il y avait quelque chose une dimension de son deuil qui était, on l'a accueilli de l'autre côté, je me dis guillemets à ça, et c'était serein, et surtout il m'a dit « tout va bien aller maman, t'inquiète pas ».
Et ça a un impact sur le vécu du deuil. Donc, si on valide, là encore, question de formation des soignants et des psys, si on valide l'expérience et qu'on ne la limite pas simplement à juste une hallucination, on ouvre un champ d'exploration qui peut être extrêmement aidant. On ouvre un cadre dans lequel on se dit, ok, il y a peut-être, on n'en sait rien, mais peut-être validité de cette expérience-là, qu'est-ce que ça vous fait? Si, prenons l'hypothèse que c'est vrai, qu'est-ce que ça vous fait? Ben, la maman, elle peut vous dire, je suis apaisée, il était accueilli par mon père. Il est mort sans stress. Et il y a une continuité de sa conscience. Et, comme tous les parents en deuil, je le retrouverai, mon petit. Comme moi aussi, je serai de l'autre côté. Donc, vous voyez, ça a plein d'incidences. C'est pas juste l'expérience qui est assez étonnante par elle-même, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait de l'expérience. Là, j'ai eu une amie suisse qui s'appelle Christine Fauver, qui travaille à Lausanne, et elle a fait tout un travail sur les enfants en fin de vie, et elle a énormément de témoignages d'enfants qui perçoivent des défunts. Soit qui sont des enfants qui ne sont pas en fin de vie, soit des enfants en fin de vie qui perçoivent des proches décédés. Et c'est ça, une expérience de fin de vie, confiée à des proches, à des soignants, et les gens disent on va venir me chercher, on va venir m'accueillir, je perçois des gens dans l'environnement, et c'est partagé avec les proches. Parfois, un autre type qui est quand les personnes décèdent, véritablement décèdent, il y a parfois observer ce qu'on appelle les expériences de fin de vie partagées, donc partagées pas par la personne, mais partagées par des personnes tierces qui assistent à décès de la personne, et qui, par exemple, une infirmière qui est là, une dame qui est en train de décéder, le mari effondré de cette dame qui est là, elle décède, et puis ils perçoivent une espèce de truc décrit comme une espèce de truc lumineux, une espèce de, qui semblerait sortir juste au dernier souffle de cette dame-là, qui semble sortir et qui se dissout. L'infirmière, elle voit ça, elle lève les yeux, elle regarde le mari qui la regarde avec des grands yeux en lui disant « Vous avez vu ça? Vous avez vu ce truc qui s'est passé ?» Il dit « Bah oui. » Ou alors ça peut être plusieurs personnes qui insistent. Donc là, on a affaire à des gens qui ont une perception, alors qu'ils n'ont ni maladie, ils ne sont pas malades, ils ne sont pas en fin de vie, et ils perçoivent un truc, et l'information peut être partagée entre eux. Donc c'est ça, les expériences de fin de vie. C'est véritablement ça, et c'est un autre faisceau d'arguments qui semblerait dire, tiens, il y a continuité de la conscience. Pourquoi? Parce que dans les expériences de fin de vie, il y a la perception de proches décédés. Donc perception de personnes qui sont censées être mortes. Or, il y a toujours interaction avec ces personnes-là, et parfois même des informations qui sont données à la personne pour laquelle elle n'est pas au courant. Donc il y a différents types d'expériences de fin de vie. En fait, c'est un nom qui regroupe beaucoup d'expériences, et incluant également celles d'enfants, qui n'ont pas de référentiel particulier. C'est peut-être même des jeunes enfants qui décrivent des choses, un témoignage d'un petit garçon qui était extrêmement douloureux à cause d'une maladie neurologique terminale, très très douloureux. Et puis à un moment donné, sa maman, il y avait plusieurs chaises dans sa chambre, sa maman s'assoit sur une chaise, et le petit garçon, tout petit garçon de 7-8 ans, qui dit « Non, t'assois pas là, maman, c'est la place du monsieur de lumière. » C'est la place du monsieur de lumière. Parce que quand il vient de temps en temps, et la maman dit « Mais c'est qui ?» Mais quand il se pose, j'ai beaucoup moins mal. Donc t'assois pas là. C'est ça. On peut rien en faire de plus, mais simplement quand une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois les mêmes récits, dans les mêmes circonstances, on se dit, là il y a un sujet. Là il y a quelque chose qui se passe. Là, au début, on en parle en chuchotant entre soignants, en disant, mais tu as vu, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Mais là, c'est vraiment des objets d'étude qui ouvrent complètement une dimension autre sur la fin de vie aussi. Il y a plein d'incidences sur l'idée, par exemple, on ne meurt pas seul. Même si on est seul, que je travaille beaucoup les personnes en deuil qui disent « mais maman est morte toute seule, elle a pu se sentir abandonnée ». Mais si, en lisant ces témoignages et ces études-là, on se dit « mais maman a peut-être été accueillie par d'autres personnes de l'autre côté », en fait, elle n'est pas morte toute seule, elle n'a pas eu ce ressenti d'abandon. Et donc, tout le vécu de culpabilité de la personne en deuil qui peut se traîner en elle pendant des années, sur la base de ces données-là, peut aider à travailler
la culpabilité. Donc il y a des incidences. C'est ça qui est important. C'est pas juste un événement fantastique qui nous fascine, point barre, qu'on n'en fait rien. Non, si on lit entre les lignes et qu'on élabore l'incidence de ces expériences-là, on a des choses très bénéfiques pour cette vie. Vous parlez aussi d'ailleurs d'une expérience de fin de vie particulière qui est assez méconnue, en fait ne fait l'objet d'aucune explication médicale. C'est celle de la lucidité terminale. Lucidité terminale. Là, je peux pas en dire grand-chose parce que c'est là encore, hein, nous sommes dans un champ d'exploration actuel. On essaie d'explorer la lucidité terminale. Il y a très peu de données. Ça commence à être étudié je crois, à l'université de Nancy ou de Metz. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, dans les pays anglo-saxons également, c'est quoi? C'est une personne qui est vraiment clairement en fin de vie. Hein. C'est un indicateur de vraiment fin de vie. Quelques heures ou minutes, heures ou jours, ou une personne qui était soit dans un coma profond, soit une altération majeure de son cerveau à cause un cerveau détruit par les métastases, ou une personne qui a un trouble dégénératif type Alzheimer majeur depuis des années, qui reconnaît plus personne depuis des années, enfin vraiment qui est plus là depuis parfois longtemps. Et ça c'est documenté par les IRM. Hein. On voit que véritablement la personne elle a un cerveau bouffé, explosé, qui quelques minutes ou quelques heures avant son décès retrouve l'intégralité de sa conscience, l'intégralité. Reconnaît ses proches, ressouvenir. Ah tiens, il faut, préviens, j'aimerais voir tel ami, tel ami, tel ami. Tous les souvenirs, tout revient intact. Mais c'est très rapide et la personne se dit, je suis fatigué, je m'endors et elle décède. Donc pourquoi c'est compliqué à étudier? Parce qu'on ne sait pas qui va faire ce type d'expérience-là. Et on pourrait, parce que il faut l'étudier au moment où ça survient, et que parfois c'est quelques minutes, quelques heures, mais on pourrait imaginer, je dis n'importe quoi, mais un protocole où plein d'équipes médicales dans différents hôpitaux sont au courant de cela, et qui, au moment où ça survient, on prend son téléphone et on fait une vidéo de la personne qui est en train de parler, qui interagit, qui pense, qui réfléchit, qui a des souvenirs et tout, qui est complètement normal avec ses proches, en disant tout va bien, c'est vraiment une personne normale, et pouf, elle décède, et on prendrait cette vidéo avec la date et tout, et on met en regard les IRM cérébrales, et on se dit ça provient de quelqu'un qui avait un cerveau complètement explosé. C'est incompatible avec ce qu'on voit là. C'est ça la lucidité terminale. Donc ce serait des voies d'étude pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, et on n'a aucune explication médicale sur ça. Comme si c'est que des hypothèses, hein, la conscience n'était donc pas... C'est un nouvel argument, hein, pas généré par ce cerveau qui n'a plus la capacité de générer quoi que ce soit, des souvenirs, de la parole, de la communication, des cognitions, etc. Et qui, pendant un temps, juste au moment où ce corps meurt, semblerait, on met un conditionnel, semblerait s'affranchir, je dirais, de l'étau neurologique dans lequel il est et se manifeste dans sa capacité pleine et entière à percevoir le réel, sans interférence d'un cerveau qui l'en empêchait. C'est des hypothèses, mais ça va, là encore, hein, c'est le cumul des arguments qui disent, tiens, ça va pas dans le sens de la conscience produite par le cerveau. Parce qu'on a un cerveau qui peut rien plus produire du tout en termes de fonction supérieure, qui, brutalement, et ça c'est pas la personne qui en fait le témoignage, c'est des proches, c'est des soignants, c'est des gens neutres qui observent, en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc tout ça, ça regroupe les expériences de fin de vie. Donc c'est vraiment un champ absolument passionnant parce qu'il y a vraiment... alors là, il faut faire attention par rapport à ce côté fascinant. L'accompagnement de fin de vie, c'est pas aller chercher la fascination de ces choses-là, du tout. L'accompagnement de fin de vie, c'est quoi? Assurer que la personne a le meilleur contrôle possible de la douleur, de tous les symptômes de fin de vie, respiratoire, digestif et tout, et un accompagnement dans quelque chose de paisible qui essaie vraiment de la rendre la plus sécurisée possible et d'accompagner les proches. Il faut pas biaiser cet événement important par une recherche de fantastique. Du tout, ça abîme
l'accompagnement. Ça le biaise d'une façon qui n'est pas du tout saine, à mon sens. Si ça survient, ça survient. Et on l'accueille comme ça. Mais le cœur de l'accompagnement dans les soins palliatifs, c'est véritablement prendre soin de la personne, de sa douleur physique, psychique, relationnelle. C'est important parce que parfois des gens peuvent avoir pas forcément consciemment, mais cet attrait pour la fin de vie, pour l'accompagnement de fin de vie, à la recherche d'un fantastique. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si ça survient, ça survient, et on regarde ce qui se passe, et on essaie de l'intégrer même d'aider la personne à donner du sens à ce qu'elle est en train de vivre, parce que ça peut être troublant pour quelqu'un qui dit, je perçois des proches, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ok, ça arrive parfois. Il y a des gens parfois qui perçoivent leurs proches. Ce que vous vivez, c'est pas anormal. Ah bon? Mais quel effet ça a sur vous? Et on l'aide à élaborer sa pensée. Ça m'apaise. Ok, parlez-moi de ça. Oui, on en fait quelque chose. C'est pas juste un truc fantastique et puis on n'en fait rien. C'est un truc étonnant et on l'intègre. On l'intègre. Et peut-être dans 10 ans ou 20 ans, on se demandera pourquoi on a fait cette vidéo. Parce que ce sera tellement évident que ces données doivent être intégrées qu'on se dit mais pourquoi on a pris tant de temps à parler de ces choses évidentes? Alors vous abordez aussi une troisième catégorie de phénomènes extraordinaires dans votre livre, les vécus subjectifs de contact avec un défunt, donc appelé aussi VSCD. VSCD, c'est plus court, oui. Donc un phénomène qui, contrairement aux EMI ou aux EFV, concerne des personnes en parfaite santé, qui ne sont pas en situation de danger vital ni en fin de vie, et qui n'ont aucune pathologie cérébrale. Oui. Est-ce que vous pouvez ni psychiatrique. Ni psychiatrique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors ça, c'est vraiment, je dirais, c'est presque mon pain quotidien en cabinet dans l'accompagnement des personnes en deuil. Et ça, c'est très fréquent. On dit, il y a une étude qui est toujours en cours. Donc là encore, on est dans la science. Il y a une étude qui est en cours toujours, qui étudie ces phénomènes. C'est une des spécialistes, Evelyne Elsaesser, qui est suisse et qui travaille en collaboration avec l'équipe du professeur Chris Rowe à l'université de Northampton en Angleterre. Et ils ont des financements pour étudier notamment c'était une étude sur les pays anglo-saxons, France, Espagne. Et là, ils sont maintenant une étude sur Chine et pays musulmans. Oui, donc c'est en cours. C'est en cours pour récolter des données, les analyser, et donc on arrive à quelque chose qui est quoi? Et que j'observe véritablement dans ma pratique. Et c'est important de préciser que ce sont des gens qui n'ont pas d'antécédents psychiatriques en aucune façon. Un VSCD, c'est la perception par une personne de la personne décédée. Une personne en deuil de la personne décédée. Mais c'est pas n'importe laquelle. C'est toujours de façon très courte. C'est quelques secondes. C'est pas 5 minutes. C'est très court. Ça survient entre le moment du décès et parfois même le VSCD survient alors même que la personne ne sait pas que la personne vient de décéder. Ce qu'on appelle les VSCD d'information. Et quand on pense à ça, c'est que on a une personne qui perçoit comme ça, quelques fractions de seconde, quelqu'un, un proche, et mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin, un peu troublé, et qui peut apprendre quelques heures plus tard, quand le téléphone sonne, que au moment où il a eu l'expérience, c'était le moment où la personne est décédée. Donc ça va à l'encontre de l'argument qui dit « oui, mais c'est notre cerveau qui, pour se protéger de la souffrance de la perte, va générer cette expérience-là. » Or, pourquoi notre cerveau générait une expérience de réassurance, de lien préservé, alors qu'il n'a aucune raison de le faire, parce que la personne n'est même pas au courant qu'il y a eu perte. Donc ça ne vient pas réparer la perte. Donc c'est un argument puissant, les VSCD d'information. C'est aussi un autre contre-argument, c'est mais les gens en deuil qui perçoivent un proche décédé, je vais expliquer les modalités de manifestation, mais on peut se dire oui, c'est normal. Moi, j'accompagne beaucoup des parents en deuil, des morts d'enfants brutales. Je ne connais pas une maman ni un papa qui ne crèverait pas
d'avoir un contact avec leur enfant décédé. Or, tout le monde fait pas. Si le désir intense de rétablir un lien avec son enfant décédé était la cause première de création par notre cerveau d'un VSCD, tout le monde ferait des VSCD. Tout le monde. Enfin, tous les parents que je connais. Or, non, c'est pas le cas. C'est quelques pourcentages. On dit entre 30 et 40% des cas. Enfin, c'est en fonction des études. Mais ça dit donc que ce n'est pas le désir de recréer le lien qui crée l'expérience. Ça casse cette contre-objection qui dit c'est normal, elle souffre tant qu'elle fabrique, c'est énorme. Non, c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Et qu'est-ce que c'est donc? Entre le moment du décès, donc VSCD d'information, et ça peut être généralement 6 mois ou grand max 1 an après le décès, ça se manifeste parfois une fois, parfois 3, 4, 5 fois, et ça a tendance à décroître en intensité après la première année. Généralement, les gens font 1, 2 ou 3 VSCD, parfois juste 1, parfois pas du tout, la plupart du temps pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est? Ça se manifeste comment? Ça peut être le plus gros pool de manifestations, c'est des perceptions. Soit une perception extrêmement intense de la personne, comme si était collé à vous et que vous sentiez une présence très très forte, intense, indiscutable pendant quelques secondes. C'est pas pendant 1 heure, c'est quelques secondes. Waouh! Et ça peut même les gens s'arrêter dans la rue ou être. Et ça survient ça peut être des perceptions visuelles, soit le visage, soit l'intégralité du corps. Curieusement, parfois c'est un peu effrayant, parce que des gens qui voient la personne dans leur cuisine, mais la plupart du temps, là encore, comme pour les EMI et les expériences de fin de vie, c'est quelque chose d'assez... Enfin, c'est pas assez, c'est très apaisé, ça fait pas peur. Alors que voir son proche décédé qui apparaît dans la chambre alors qu'on est en train de lire et qui est juste là au bout du lit, ça pourrait être un peu effrayant. Et c'est pas du tout le cas. Il y a toujours un truc très très doux qui est là. Ça peut être une perception olfactive, une dame qui a perdu son mari, qui rentre dans la voiture, qui capte soudain l'odeur de toilette de son mari. Sa fille rentre dans la voiture et lui dit pour pas l'influencer, dit ma chérie, je suis en train de percevoir quelque chose. Est-ce que tu perçois quelque chose? La fille lui dit c'est marrant, je sens l'odeur de la toilette de papa. Ça, c'est un VSCD olfactif. Vous voyez, donc c'est des choses, c'est très doux. C'est pas l'expérience extraordinaire. C'est très soft, c'est très doux. Comme pour les expériences de fin de vie, c'est très soft, c'est très doux. Bon, les EMI, c'est plus costaud, mais c'est très doux. Donc olfactif, ça peut être tactile aussi, la perception de mouvement. Un monsieur me racontait après la perte de son épouse qu'il était au cinéma. Et à un moment donné, il a senti, c'était quelques semaines après le décès, il a senti un toucher familier. Il connaissait ce toucher-là, un toucher familier sur son épaule. Il a sursauté, il a eu peur, il a sursauté. Il s'est retourné, il n'y avait personne autour de lui, mais il était dans l'ambiance de contact. Alors, il y a plein d'objections, on peut se dire, mais oui, c'est réactivation de mémoire sensorielle, choses comme ça, mais il y a une récurrence telle pour des gens qui parfois ne pensent pas à ce moment-là à la personne et sont surpris avec une évidence de la proximité de la personne. Ça peut être donc tactile, auditif parfois, où des personnes captent et qu'est-ce qui est dit? La plupart du temps, c'est toujours très court, c'est ne t'inquiète pas, tout va bien maintenant, je suis en sécurité, ne sois pas si triste, et parfois même, ne me retiens pas. Des choses très courtes, c'est je suis en paix. C'est des choses très courtes comme ça, qui alors que la personne est peut-être en train de faire des pâtes, puis d'un seul coup, il y a une espèce de brèche et cette présence-là. C'est ça les VSCD. Et là encore, pendant des années, j'en parlais pas aux personnes que j'accompagnais avec le deuil. Mais depuis que je suis très familier
familiarisé avec ça, je demande est-ce que vous percevez des choses? Des gens perçoivent, et les gens commencent maintenant à connaître VSCD, et très souvent au début les gens me disaient bon écoutez, je suis très cartésien, vraiment, je suis vraiment très, très cartésien, mais depuis le décès de mon fils ou depuis le décès de mon mari, il y a des trucs, et puis ils me racontent un VSCD, hein, un psychiatre. Donc ils se disent, oh là, et ça n'a pas la tonalité d'hallucination. On n'a pas le temps de développer ce que c'est une hallucination au niveau psychiatrique, mais c'est effrayant, c'est dans un contexte psychique altéré. Là, ça n'a absolument pas cette tonalité-là, et c'est très court et parfois une seule fois, mais ça a un impact. Et il y a des études anglo-saxonnes qui montrent l'impact très bénéfique des VSCD. Ils appellent ça les ADC, After Death Communication, et sur le vécu du deuil. Là encore, hein, on prend cette expérience-là, mais on peut l'utiliser pour l'intégrer dans l'accompagnement du deuil, ce que je fais maintenant de façon volontiers, et c'est... il y a un point important aussi, ce n'est pas lié au lien d'amour. Des gens disent, mais je ne fais pas de VSCD, d'autres en font, ça veut dire que la personne ne m'aimait pas? Ça veut dire que mon enfant ne m'aimait pas? Ça veut dire que mon parent ne m'aimait pas? Non, ça n'a rien à voir. Il y a parfois des VSCD qui surviennent avec des gens pour lesquels on avait peu de liens. Ça peut être un voisin, hein, donc, ou peu de liens affectifs. Donc c'est important pour déculpabiliser, de se dire, non, ça ne dit rien du tout de la nature de notre lien. C'est pour une raison ou pour une autre. Si on prend l'hypothèse que c'est une manifestation de la personne qui est de l'autre côté, peut-être que pour 1000 raisons, elle n'y parvient pas. Il n'y a pas les conditions qui sont là. Il y a une hypothèse parfois que l'intensité de la souffrance est telle que même s'il y a VSCD, la personne ne capte pas. Et qu'il y aurait peut-être beaucoup plus de VSCD qui seraient présentes, mais qu'on ne capte pas parce qu'on ne s'attend pas tellement pas à percevoir ces choses-là que il y a des études qui ont été montrées, hein, quand on ne s'attend pas à voir quelque chose, même s'il est sous notre nez, on ne le voit pas. Et donc c'est VSCD, donc c'est des perceptions, mais ça peut être aussi des manifestations alors, beaucoup plus troublantes parce que qui ne répondent pas à quelque chose de psychique, mais des manifestations électriques, des téléphones qui se manifestent, qui s'allument, des ordinateurs, des radios, des stores électriques, des lumières qui clignotent et tout pour vous convier quelque chose. Au décès de ma mère, j'ai eu plusieurs VSCD lumineuses, comme ça, des lumières qui s'allument et s'éteignent, alors que toutes les autres lampes branchées sur la même rampe ne clignotent pas du tout, il n'y en a qu'une seule. Et si c'était un phénomène électrique, toutes auraient clignoté en même temps. Alors il n'y avait qu'une seule, à l'instant même où, c'était après le décès de ma mère, à l'instant même où je pensais à elle en disant « Dieu, tu me manques tellement fort ». Tac, 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 tac. C'était dans mon cabinet hein, et à Paris. Et je dis, maman, clac, ça s'est arrêté. Et là, pareil, hein, ça durait 6-7 secondes. Mais je m'en souviens encore 12 ans après. Comme un truc, comme si c'était hier, avec un truc, une proximité qui était là. Et dans mon expérience, et c'est ça que je vois chez les autres personnes, dans mon expérience, ça fait un petit changement dans l'esprit par rapport à la perception de la perte, la perception du deuil. Ce qui est important à préciser, ça je le dis en tant qu'accompagnant du deuil, ce n'est pas parce qu'on fait un VSCD que ça fait l'économie de tout le chemin psychologique du deuil. Le chemin psychologique du deuil, il faut se le farcir, il y a toutes les étapes, il y a le manque, on a peut-être eu un VSCD de son petit garçon, mais ça n'empêche pas que le matin, on ne peut pas aller faire un bisou à son petit garçon, ni lui faire un bisou le soir quand il se couche, il n'est pas dans le monde. Donc, pas mélanger les choses, pas psychologiser le spirituel, ni spiritualiser le psychologique, c'est deux niveaux, c'est une donnée qui survient dans le trajet du deuil. Il y a cette dimension psychologique qui est un process naturel qui doit être là après l'approche d'un perte d'un proche, et il y a cette espèce de dimension qui est là, ou pas, dans les VSCD, qui peut aider à accompagner. Et là encore, formation des psys qui accompagnent le deuil, formation des bénévoles qui accompagnent le deuil, pour aider la personne à faire quelque chose de l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Quelles sont les incidences? Donc des choses très douces mais très profondes en même temps.
Alors, dans la deuxième partie de votre livre, donc vous parlez des objections scientifiques qui ont été soulevées bien sûr, oui. par rapport à ces phénomènes. Vous expliquez qu'elles sont principalement de deux ordres, d'ordre neurologique ou psychologique. Mais vous dites aussi que finalement la grande vulnérabilité de ces phénomènes réside dans le fait de les étudier séparément et de les considérer de façon isolée, alors que ces témoignages prennent une autre ampleur finalement quand on les considère de façon globale. Globale, oui. Parce que chaque corpus, je dirais, de témoignages a sa fragilité. Hein. Si on n'est que sur continuité de la conscience, hypothèse de continuité de la conscience autour des EMI, ok, même si ça donne un certain argument, un faisceau d'arguments pour la continuité de la conscience, ok, bon. Mais si on prend une autre circonstance qui est très différente, qui est toujours en lien avec la fin de vie, enfin avec la vie et la mort, mais qui sont les expériences de fin de vie, elles ont leur critique, hein, et c'est légitime et c'est nécessaire scientifiquement de critiquer, d'essayer de porter des contre-arguments. C'est indispensable pour faire avancer les choses, mais elles donnent un autre faisceau d'arguments sur l'hypothèse de continuité de la conscience. Donc ça croise déjà, EMI, ça croise. Si on prend les VSCD, donc continuité de vécu subjectif de contact avec un défunt, puisqu'il y a perception d'une personne décédée, dont le corps est peut-être mort ou même incinéré. Hein. Il y a la fragilité, si on ne dit que cela, mais il y a quand même un autre faisceau d'arguments qui vient croiser les deux. Et si on rajoute d'autres arguments, plein de choses en lien avec la médiumnité, des choses comme ça, en fait on arrive à un faisceau d'arguments qui, dans le droit français, arriverait à ce qu'on appelle l'intime conviction. Hein. Quand il y a un procès, il y a des faisceaux d'arguments. Hein. Pour accuser quelqu'un, s'il y avait la vidéo qu'on la voit en train de tuer les gens, la personne, bon, c'est clair, elle est coupable, il n'y a pas de sujet. Mais comme on n'a pas ça, on a un faisceau d'arguments, analyse génétique, on a les circonstances, on a l'analyse des données de son téléphone, on a un faisceau d'arguments, de présence, etc. Et on arrive, et le juge demande au jury de dire quelle est votre intime conviction si on met une convergence de toutes ces données. Et là, c'est la même chose. En fait, ce que je propose dans ce livre, c'est, sur la base des études anglo-saxonnes, hein, qui ont déjà fait ce travail-là, c'est quelle est votre intime conviction quand on croise ces différentes expériences et qu'on essaie de voir, mais qu'est-ce que ça dit? Parce que l'intime conviction, ça dit qu'il y aurait continuité de la conscience après la mort. Et donc là, on voit qu'on se heurte à le postulat scientifique actuel qui dit que la conscience est le produit est le produit du cerveau. Il y a deux choses là. C'est un fait scientifiquement reconnu qu'il y a un lien entre conscience et cerveau. Mais la théorie qu'on a développée pour essayer d'expliquer le lien entre les deux n'est pas démontrée scientifiquement. Hein, ce que les scientifiques anglo-saxons appellent « the big problem of consciousness », le grand problème de la conscience, parce qu'on n'arrive pas à démontrer, aucune étude scientifique ne parvienne à démontrer la causalité, c'est-à-dire que le cerveau qui est la cause de la conscience. Hein. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, par exemple, à démontrer que c'est le cerveau qui produit ce qu'on voit, produit de la conscience. Sent. On n'a jamais pu le démontrer que c'était causal. Qu'il y a une corrélation, évidemment. On le démontre, oui. Quand on stimule telle chose, il y a telle chose dans la... Enfin, il y a une corrélation, c'est indéniable. On voit qu'il y a une activité neuronale. Voilà, exactement. Mais la causalité n'est pas démontrée. C'est une théorie développée pour essayer d'expliquer ça. Donc c'est tout le temps, la science fonctionne comme ça. Développe des théories pour essayer d'expliquer le phénomène. Or, ce postulat qui dit cette théorie est pris comme une donnée réellement scientifiquement démontrée. Or, non. Et donc, on a un postulat qui dit que la conscience est produite par le cerveau, et on a à côté toute une série d'autres expériences, des nouvelles données, les EMI, les VSCD, enfin toutes ces choses-là, qu'on essaye
qui sont en regard de ce paradigme, comme on dit, de ce postulat scientifique. Et là, il y a 3 attitudes qui sont toujours faites. Soit on considère que ces données, c'est de la foutaise, c'est n'importe quoi, on s'y attarde même pas, c'est n'importe quoi, c'est délirant, on s'y arrête pas. Première attitude, on jette, pas très scientifique comme démarche. Deuxième attitude, c'est, ok, on a le paradigme, la conscience produit par le cerveau, et on a des expériences qui sembleraient dire le contraire. Donc les principales objections qui sont là au niveau neurologique ou psychologique sont des tentatives complètement légitimes, normales et nécessaires de faire rentrer ces expériences-là dans le cadre de la conscience produite par le cerveau. C'est pour ça qu'on dit, ok, ces manifestations sont des neurotransmetteurs, des perturbations de neurotransmetteurs, ces manifestations sont liées à des phénomènes épileptiques, ces manifestations sont liées à différents autres phénomènes. Donc il est complètement légitime, nécessaire et utile d'essayer de voir si c'est pas complètement délirant, et c'est peut-être en fait des manifestations du cerveau qui produit la conscience, mais dans des modalités qu'on a besoin d'explorer. C'est le troisième. Et on en est là principalement en termes d'objection. Mais il y a une troisième posture qui est celle qui semblerait être en train de grandir en termes de crédibilité et de pertinence, c'est que ce postulat de conscience, donc localisé au cerveau, a besoin d'évoluer pour élargir, changer le paradigme qui intégrerait ces nouvelles données. Donc un changement de paradigme. Et la science, depuis toujours, évolue de paradigme à paradigme. Les historiens ou les philosophes de la science disent clairement qu'une théorie n'est vraie que quand elle est détrônée par une autre théorie qui décrit de façon plus pertinente le réel, parce qu'on décrit le réel. Et on se rend compte que, en fait, la science, il est normal que ça soit comme ça. Une donnée, des données nouvelles, on essaie de les rejeter ou d'intégrer dans le paradigme existant, sinon on doit changer de paradigme. Nicolas Copernic, qui nous dit, ok, le postulat c'était la Terre est immobile, elle est au centre de l'univers, mais lui, il ramène d'autres données d'observation et il se rend compte que c'est pas compatible. Et donc, on change le paradigme, révolution copernicienne, on change vraiment, et c'est pas juste, ça a modifié plein de choses, on arrive à se dire, ok, sur la base de ces nouvelles données, on sait maintenant que la Terre tourne sur elle-même et qu'elle n'est pas du tout au centre de l'univers. Évolution d'un paradigme. On est exactement là-dessus. Et on reste dans de la science. Et on peut même proposer quelque chose qui serait, au bout du compte, une deuxième branche des neurosciences, pour rester scientifique. Une branche des neurosciences qui existe, qui parle de la conscience localisée au cerveau, et une branche des neurosciences qui étudierait la conscience non localisée au cerveau. Une étude de la localisation, de la non-localisation du cerveau, avec donc une étude sur, tiens, au bout du compte, quelle est la nature de cette conscience non localisée, et qu'est-ce que c'est exactement. Et c'est des voies de recherche. Et peut-être serait utile de préciser un petit peu, tiens, de quoi on parle quand c'est une métaphore, c'est pour dire mais conscience non localisée, ok, localisée au cerveau je comprends, non localisée je comprends pas. C'est une métaphore, c'est une analogie. Je vais prendre un téléphone portable. Si sur ce téléphone je lance une vidéo, YouTube par exemple, donc il y a une vidéo qui apparaît sur mon téléphone. Ok, si je connais rien des téléphones, que je suis au fin fond de l'Amazonie, je suis jamais sorti depuis 20 ans ou 40 ans de chez moi, je me dirais, oh tiens, ceci, le téléphone, qui est l'analogie du cerveau, génère la vidéo. Donc génère la conscience. La preuve en est, j'éteins mon téléphone, ou pire encore, je le casse, c'est une catastrophe nucléaire, mais ça fait rien, je casse mon téléphone, il n'y a plus la vidéo. C'est donc la preuve, n'est-ce pas, sur la base de l'expérience, que la vidéo est générée par le téléphone. C'est évident. De même, un cerveau, manifestation de la conscience, la personne meurt, le cerveau meurt, la conscience disparaît. C'est donc la preuve que la conscience est issue... Enfin, c'est logique. Sauf que j'achète un autre téléphone et je lance la même vidéo qui apparaît là.
La même. Quoi? La vidéo qui était sur le truc, c'est réincarné. Elle est là, et c'est réincarné dans mon téléphone, dans le nouveau téléphone. Bien sûr que non. Parce que ça serait supposé une localisation à un moment donné et qui est là. Non, le Wi-Fi. Le téléphone a capté dans le Wi-Fi, qui est l'équivalent donc de cette conscience non localisée, une information dans le Wi-Fi qui se manifeste via le téléphone. Et si ce téléphone est détruit, si ce cerveau est détruit, un autre cerveau, je dirais, je ne parle pas de réincarnation là-dessus, mais un autre cerveau pourrait remanifester, ou il pourrait y avoir manifestation de la vidéo, parce que l'information, elle est dans le cloud, elle est dans le Wi-Fi, et elle peut donc être captée à nouveau, soit par une personne qui fait un VSCD, soit par une personne qui fait un EMI, soit une personne qui fait l'expérience de fin de vie, et qui capte l'information, qui n'était pas dépendante, créée par le cerveau de la personne qui est décédée, mais qui est, cette information-là se manifester de façon localisée sur le téléphone, dans son cerveau, mais que cette information n'est en rien perdue, comme est en rien perdu la vidéo qui se manifeste sur le nouveau téléphone. Et donc, cette information peut toujours être captée parce qu'il y aurait, donc ça va donc dans le sens de continuité de la conscience. Au bout du compte, pas continuité de la conscience. Le terme, au bout du compte, n'est pas juste, ce serait non-localisation de la conscience. Voilà, c'est juste un petit peu pour comprendre. Comme on connaît le Wi-Fi, on arrive à bien comprendre, ah oui, l'information se localise à un moment donné, mais en essence, elle n'est pas localisée. Alors bien sûr, il y a des bornes de Wi-Fi partout dans le monde, mais c'est une analogie, c'est une image, c'est pour aider à comprendre. Ce serait ça, cette conscience non localisée, dont on aurait besoin d'explorer quelle est sa nature. Si elle n'est pas non localisée, est-ce qu'elle est quand même localisée quelque part? C'est quoi son essence? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est vraiment... là, on n'a encore pas de réponse. En fait, on a des réponses, mais qui n'appartiennent pas à la science. On a des réponses qui appartiennent à un autre territoire, qui sont, non pas les religions, mais qui est toute l'étude de la dimension spirituelle, qui a des postulats autour de la nature de la conscience. Alors, peut-être qu'il y aura des ponts, peut-être qu'il n'y aura jamais de pont, mais en tout cas, c'est intéressant. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'au sein même de la science, il y a une branche de la physique quantique qui semblerait, il ne faut pas lui faire dire plus qu'elle ne peut dire, la physique quantique, parce que plein de gens disent, la physique quantique démontre que la conscience... Non. J'ai parlé avec des physiciens quantiques, ils disent, on va se calmer, la physique quantique, ça donne des idées de non-localisation des phénomènes, mais c'est pas la preuve de la continuité de la conscience. Ça donne des éléments qui seraient cohérents en tout cas, avec la conscience non localisée. Et même ça va beaucoup plus loin. Il y a même des prix Nobel de médecine, même de Max Planck, là, qui est vraiment un des pères de la physique quantique, qui disait que on pourrait arriver à une modification complète de notre vision du monde, où actuellement on a une vision matérialiste, c'est pas négatif, le mot matérialiste, ça veut dire du monde qui est que la matière est première, et que tout découle de la matière, notamment la conscience. Et là, Max Planck notamment, et puis d'autres prix Nobel en 63, comme Winker, je crois, il parlait de ça, il disait qu'en fait, que ce serait la conscience qui serait première, et non pas la matière, et que la conscience serait l'élément premier de l'émergence de la matière. Waouh, ça change complètement les paradigmes, et j'avais un déjeuner récemment avec une de nos grandes astrophysiciennes, c'est vraiment, elle me dit, mais c'est les sujets qu'on étudie actuellement. Donc c'est pas du tout barré, entre guillemets. C'est vraiment c'est une vraie investigation. Donc on n'est pas dans quelque chose de l'ordre de la croyance. C'est ça, on n'est pas dans la croyance, on est dans l'exploration. Des territoires complètement inconnus, mais ça change tout. Là, on est peut-être à l'aube d'une révolution copernicienne au niveau de la conception de la conscience, parce que les implications, on les mesure même pas encore. Ce que ça veut dire, tant pour une société que pour un être humain, c'est énorme. Et c'est en cela que c'est absolument passionnant.
Alors, vous insistez aussi dans votre livre sur le fait que l'une des promesses de ces phénomènes extraordinaires n'est pas tant de suggérer la continuité de la conscience au-delà de la mort physique. Même si ça le suggère quand même très fortement. Et que ça ouvre des perspectives bien sûr, oui. assez incroyables. Mais que ça consiste aussi à nous inspirer sur la manière de mener notre vie en nous offrant un nouvel éclairage sur le sens de notre existence. Alors, comment est-ce que ces expériences peuvent nous faire grandir et qu'est-ce qu'on peut en déduire sur le sens peut-être de notre présence de notre présence. D'ailleurs, c'est l'objet du prochain bouquin, qui est la suite, que je suis en train d'écrire d'ailleurs, qui va être la suite de la dimension plus scientifique de cette vie au-delà, là quelque chose qui va explorer plus qu'est-ce qu'on fait de ça. Parce qu'au bout du compte, il y a un proverbe chinois qui dit « Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt ». Nous, soyons pas idiots. Être idiot, ça veut dire qu'on reste sur la fascination de ces expériences-là. « Waouh, c'est incroyable, c'est incroyable ». Non, ça montre quoi? Ça montre cette vie, notre vie. Et tout l'enjeu serait quels enseignements pour cette vie on pourrait tirer de ces expériences-là, et enseignements il faut lire entre les lignes pour comprendre un petit peu. Et ce serait quoi, par exemple? Il y a plusieurs choses. Là, je vais pas m'appesantir, mais j'en ai mentionné un petit peu sur accompagner différemment la fin de vie, accompagner différemment le deuil. Mais de façon plus globale, pour nos vies, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que, par exemple, si on prend les enseignements des expériences de mort imminente, qu'est-ce qui est dit lors de la revue de vie que certaines personnes font, et ils comprennent que le cœur, le sens ultime de ce qu'ils percevaient de leur vie était mesuré, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'aune de deux choses. Comment j'ai aimé dans les petites et les grandes choses. Qu'est-ce que j'ai compris de moi, des autres, du monde, du réel? Sagesse, connaissance, comme si ces deux boussoles étaient des choses déterminantes. Et il y a une invitation là-dessus. Il y a une proposition de dire, tiens, ce serait quoi une vie qui met peut-être plus en avant ces boussoles-là pour accompagner les décisions, les paroles, les actes que je fais au quotidien? Ce serait quoi si j'ajustais ma vie en fonction de critères qui sembleraient être des critères déterminants une fois qu'on est en train de faire le bilan de sa vie? Ça peut changer des choses très concrètement sur comment on mène cette vie. Là, dans la revue de vie aussi, les gens ont perçu qu'il y avait une indifférenciation des actes qu'ils posent et de ce qui est perçu par l'autre. Ça peut changer aussi la posture en disant mais plus d'éthique, de responsabilité sur les actes que je pose. Si je pose un acte négatif, il y a quelque chose de mon être qui est impacté aussi négativement. Ça peut être des incidences énormes. C'est-à-dire qu'en faisant du mal aux autres, je me fais aussi du mal à moi-même. Je me fais du mal à un niveau très subtil, très profond. Et là, on peut entendre derrière des choses un peu religieuses, mais c'est pas le contexte, c'est pas ça qui est important. C'est que toutes ces personnes-là, parfois, n'avaient zéro appartenance religieuse, mais qu'au bout du compte, le beau gros conducteur de poids lourd de Milwaukee qui a un accident dans le Colorado, qui s'est jamais intéressé à ces trucs-là, brutalement, il arrive avec l'idée que non, l'amour, c'est la priorité absolue de l'existence. Ah bon, James, mais c'était pas ça il y a juste deux mois avant ton accident? Ben oui, mais c'est ça. Et je n'essaie pas de vous convaincre, c'est pas parce que il a été endoctriné de quelque manière, je dis, c'est mon expérience en direct. Je suis en train de vous décrire le réel tel qu'il est. Complètement fou. Et ça, c'est un exemple parmi des centaines de milliers. Et aussi des personnes qui n'avaient jamais étudié, jamais aucun intérêt pour la psychologie, les relations aux autres et tout, qui se mettent à lire, qui se mettent à cultiver, alors même qu'ils n'ont jamais été intéressés à l'école, et qui essaient de comprendre, de chercher. Donc, ça a vraiment une incidence. Et aussi un élément important, là, toujours sur les expériences de mort imminente. Les gens disent, on m'a dit de revenir. Ton temps n'est pas fini.
tu as des choses à faire. Même si ils le savaient pendant l'expérience et qu'ils l'ont oublié après. Mais ils reviennent avec cette idée fondamentale, qui est tellement aidante, et on l'a déjà développé, mais c'est important de le rappeler, que l'enseignement de ça semble dire que, en dépit des souffrances, des épreuves, de l'absurdité parfois d'une existence humaine, dans tout ce qu'il peut y avoir de violent, de dur, d'injuste, de brutal, il n'y a pas que ça, heureusement. Il y a aussi du bonheur, de l'amour, du partage, des choses. Mais en dépit du négatif et grâce au positif, eh bien, il y a quelque chose qui a du sens là-dedans. Tous ces enseignements, tous ces témoignages portent le même enseignement. Cette vie a du sens, veut dire quelque chose. Il y a quelque chose d'important dans cette vie à vivre. Il est de notre responsabilité de le trouver. Les gens disent, mais ce serait plus facile de savoir pourquoi. Et c'est intéressant de noter que dans le Zohar, c'est un vieux livre qui appartient à la tradition kabbalistique, de la tradition juive, qui semble pointer le pourquoi de l'oubli. Et le pourquoi de l'oubli, il y a oubli de cette mission de vie qui est en nous, enfin mission de vie, c'est de ce sens de vie, de pourquoi on est sur cette terre. Et ce livre ancestral dit, c'est pour qu'on reste libre, pour qu'on ait toujours le libre arbitre des actes qu'on pose, des paroles qu'on prononce, des décisions qu'on prend. C'est rester libre pour préserver le libre arbitre. J'aime bien cette idée-là, parce qu'imaginez, j'arrive sur cette vie et je sais exactement ce que j'ai à faire, j'y vais en direct. Mais si quelque chose en moi sait ce que je dois faire, mais c'est pas accessible consciemment, j'ai une pleine responsabilité de ce que et qu'il y a une intuition qui est là, l'intuition de ce qui est peut-être juste à accomplir dans cette vie-là, sur une ou plusieurs choses. Hein. Mais peut-être que cette recherche, cette errance parfois, cette quête de sens dans laquelle on voit tellement de gens. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, tout le temps en quête de sens. Est-ce que c'est pas le reflet de ce libre arbitre qui se manifeste pour essayer d'être le plus ajusté en phase à ce que l'on ressent intérieurement comme étant la raison première de vivre cette vie-là? Je ne suis pas en train de justifier la souffrance. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est nécessaire. C'est horrible la souffrance. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien de souffrir. Ce n'est pas du tout cette perspective-là. Mais le message qui est porté là, c'est de dire, c'est pas absurde. C'est pas vide de sens. C'est pas chaotique. C'est pas sauvage, sans sens. Et ça, en termes d'impact que ça peut avoir sur soi quand on se plonge dans ces expériences, quand on les étudie, c'est d'ailleurs le propos du livre, hein. Je donne toutes les références pour que les gens aillent sur les sites internet, les articles et tout, pour qu'ils se fassent leur propre idée. Mais quand on s'approprie après ces choses-là et qu'on arrive à son intime conviction que ceci renvoie à quelque chose d'extrêmement profond, eh bien on peut se laisser peut-être impacter et juste voir ce qui se passe. Hein. Décider de se dire, tiens, ce serait quoi ma vie inspirée par ces enseignements? Et on regarde. Et là, il n'y a pas un dogme imposé. On n'est pas l'adhésion à une religion, à quelque chose. On est juste dans quelque chose qui résonne ou pas en moi, que je décide ou pas de suivre, qui donne du sens ou pas à ma vie. Toujours avec cette idée elle est entre mes mains, elle n'est pas absurde, il y a un sens. Il y a sûrement des choses à apprendre. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça? Comment je vis la vie qui est la plus accomplie possible avec ce référentiel-là? Je trouve ça tellement puissant, parce que quand on voit combien notre pauvre humanité en perte de repères et en souffrance va chercher à l'extérieur, dans les réseaux sociaux, dans toutes ces choses, du sens, et qu'il y a des guerres, et qu'il y a de l'absurdité, de l'injustice, ça paraît tellement absurde. Eh bien, peut-être qu'il y a cette lumière-là qui dit, non, ça veut dire quelque chose. Explore, regarde par toi-même,
te décourage pas. Vas-y, c'est pas absurde. Et voilà, moi ça me fait du bien, ça a influencé énormément ma vie, la personne que je suis. Et je vois les personnes qui travaillent dans ce domaine-là aussi, il y a une espèce de, comment dire, de paix qui s'installe, une espèce de quiétude, quelque chose qui trouve une réponse. Et j'insiste, au-delà de toute religion, au-delà de tout dogme, mais quelque chose qui est juste de l'ordre d'une dimension spirituelle qui est là. Et ça n'empêche pas d'être psychiatre avec dans de la science, ça n'empêche pas. Mais ça met, comme dit Carl Jung, le psychanalyste Carl Jung, l'être humain, il y a deux ailes, l'aile de la spiritualité, l'aile de la psychologie. Et un oiseau, il peut voler qu'avec ces deux ailes. Donc peut-être renouer avec cette dimension spirituelle que notre société a un peu perdue, et peut-être qu'il y a plus de lumière dans le monde qui pourrait en émerger. Merci infiniment Christophe Fauré pour le temps que vous nous avez consacré et puis pour cet éclairage sur ces phénomènes particulièrement troublants et intéressants. Merci. Merci à vous.